Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour essayer d'en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations. Ce podcast est à retrouver sur notre site internet innovationtalk.tech, donc www.innovationtalk.tech, ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcasts comme Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify. Si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'analyse de la tech, on vous invite tout simplement à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, à partager cette émission sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Un seul mot-clé pour ça, hashtag IPT podcast tout attaché, Innovation and Prospective Talk podcast tout attaché. Alors je dis nous parce que je ne suis pas seul aux commandes, je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon et je suis accompagné d'Emmanuel Le Neuf de Flash Tweet et de Lionel Tardy et aujourd'hui de Raphaël Catan, grand témoin de l'épisode que nous allons aborder, mais je te laisse l'honneur Lionel. Bonjour Emmanuel, bonjour Mathieu, bonjour à toutes et bonjour à tous, bonjour Raphaël également, que je ne t'oublie pas. Aujourd'hui, le thème de ce talk donc sera sur le retail et plus particulièrement un débrief du Retail's Big Show, rendez-vous mondial du retail à New York chaque année, début janvier, juste après le CES. Pour cette occasion, nous recevons donc Raphaël Catan, qui est directeur conseil associé chez Talenco et habitué évidemment de ce show annuel. Mais avant, Mathieu, nous sommes en ligne bien sûr avec Emmanuel Le Neuf. Et oui Lionel, merci. Alors bonjour Emmanuel, je rappelle Emmanuel que tu es la fondatrice et rédac-chef du Flash Tweet. Le Flash Tweet, c'est la matinale digitale sur Twitter de la Transfonum. C'est un rendez-vous quotidien du lundi au vendredi à 7h30, mais je crois qu'au regard du confinement actuel, c'est plutôt à 9h en ce moment. Alors pour information, Emmanuel, vous concocte chaque jour les 10 informations clés à ne pas rater sur l'innovation. Alors une question pour toi, Emmanuel. Qu'est-ce que tu nous as compilé cette semaine ? Alors, merci Mathieu pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première chronique du Flash Tweet avec les infos essentielles de la semaine sur le front de l'innovation et de la transfonum. Alors, à J-7 du confinement total et alors que chaque jour nous apporte son pesant de mauvaises nouvelles, je commence avec une information positive qui est comme une bouffée d'air frais dans un pays asphyxié par le coronavirus. Alors que les hôpitaux sont complètement saturés en Italie, une note d'espoir est venue de start-up et de Fab Lab spécialisés dans l'impression 3D qui pallient le manque d'équipement dans les hôpitaux. Donc en Italie, ce pays qui est le plus touché pour l'instant par le coronavirus, totalement saturé, sont imprimés en 3D des valves de respirateurs pour une somme modique de $1 pièce contre $11 000 habituellement. C'est la start-up Isinova qui s'est fait remarquer, mais elle n'est pas la seule sur le terrain. D'autres, comme Copper 3D, ont publié un fichier pour imprimer des masques de protection dont la France a cruellement besoin en ce moment. Un exemple dont on peut s'inspirer aujourd'hui dans l'Hexagone. Et donc, si la tech, couplée en l'occurrence avec un élan de solidarité, était au final la grande gagnante de cette terrible pandémie qui frappe le monde entier, c'est une question qui est ouverte et on y reviendra un peu plus tard. Mais en Italie toujours, la vie sociale donc a repris forme en ligne. Depuis le début de la crise, le nombre d'appels téléphoniques et de messages envoyés sur WhatsApp ont bondi de 20%, alors que les personnes âgées sont encore plus esselées que d'habitude dans cette crise. Certains aidants les initient à leur premier appel vidéo sur iPad afin de renouer le contact avec leurs proches. Sur WhatsApp, on se partage aussi des recettes de cuisine tout en luttant contre les fake news. Digital first, on le voit, le digital est au centre de cette crise et de cette crise sanitaire qui s'avère particulièrement importante. Cette semaine donc a été marquée en particulier en France par le fait qu'il fallait s'organiser en ligne avec une adaptation au télétravail à la vitesse de la lumière, un peu contraint et forcé. Sans surprise, on a appris que Microsoft avait profité à plein de ce contexte
inédit et exceptionnel. Microsoft Teams, l'outil collaboratif de Microsoft, compte désormais 44 millions d'utilisateurs, plus du double de ce qu'il avait en novembre 2019. Mais Slack, son grand concurrent qui a adopté une interface plus simple, n'est pas en reste puisqu'il a gagné 7000 clients depuis le début de la crise du coronavirus. Alors en France donc qui est entrée, comme vous le savez, cette semaine en confinement total, des applications permettent de briser l'isolement et de pallier à la fameuse distanciation sociale qui nous a été imposée par la pandémie. On peut citer Netflix Party pour regarder ses séries à plusieurs, virtuellement bien sûr, ou House, un équivalent de Skype équipé de quelques jeux afin de prendre l'apéro entre amis à distance. Parions que cette application va avoir un succès fou. Et on se demande bien ce que serait ce confinement sans le digital et la tech. La tech plus que jamais au service de la lutte contre le coronavirus, puisque Israël va utiliser les moyens de lutte antiterroriste contre le coronavirus, alors que Taïwan a prouvé l'efficacité des mesures très coercitives, mais qui s'est aussi appuyé sur la tech pour endiguer le virus. Israël va déployer Net Cyber Tech Monitoring pour localiser les personnes qui ont été en contact avec les porteurs du virus. Et parce que lutter contre la viralité des fake news est aussi un enjeu vital, Twitter supprime les tweets de stars qui partagent des fake news sur le coronavirus. Dans sa lutte contre la désinformation, le réseau social n'a pas hésité à couper le sifflet à des comptes en vue comme le sulfureux John McAfee ou le shérif David Clark qui a appelé les bars et restaurants à défier la loi et à réouvrir. L'impact de ces tweets de la part de personnes influentes pouvait être désastreux et Twitter, exemplaire depuis le début de la crise, également avec ses salariés qu'il a mis en télétravail en totalité, n'a pas hésité une seconde avec de nouvelles règles éditées mercredi dernier. Pour les informations vérifiées, Twitter a créé un flux spécial Covid-19. On ne sera jamais assez vigilant. Je termine cette chronique avec le hashtag On applaudit, un phénomène né sur Twitter à suivre et à partager si vous n'en avez pas encore entendu parler. Alors, le hashtag On applaudit, c'est quoi? C'est un rendez-vous tous les jours à 20h sur votre balcon, donc vous pouvez tous le faire. Rendez-vous à 20h sur votre balcon, à votre fenêtre, peu importe, pour applaudir en masse le personnel soignant qui se bat tous les jours contre ce satané virus avec les moyens du bord. Et je peux vous dire, quand je vois les réactions sur Twitter, que ça leur donne du baume au cœur quand ils voient ces vidéos qui circulent avec les gens qui sont à la fenêtre pour les applaudir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver le Flash Tweet Hebdo sur @FlashTweet et sur le site du Flash Tweet. Je vous retrouve la semaine prochaine. En attendant, pour des nouvelles fraîches tous les matins, sauf le week-end, rendez-vous sur @FlashTweet, donc demain à 9h, comme tu le disais Mathieu, et à 19h30 pour le replay. À vous les studios pour la suite de ce podcast Innovation et Prospective Talk 100% Transphonum. Merci Emmanuel. Effectivement, grosse densité d'informations dans ta tribune et donc on vous invite tout simplement à repasser le replay de ce podcast pour que vous puissiez mémoriser l'ensemble des boîtes que tu as citées, des startups et de tous les services. Je ne vais pas trop digresser parce que je sens que Lionel est derrière dans ce côté pour nous parler du Retail's Big Show. C'est bien ça Lionel? Eh bien Mathieu, tu as raison, il ne faut pas trop digresser. Le Retail's Big Show, qui est organisé tous les ans en janvier par la National Retail Federation, la NRF, à New York précisément, c'est en fait au retail ce que le CES de Las Vegas, quelques jours avant, est à l'électronique grand public et à l'innovation. Il rassemble tous les grands acteurs des retail du monde entier. Et chaque année, on reçoit, sous des formats différents, Raphaël Catan, qui est directeur conseil associé chez Talenco, une équipe spécialisée dans la transformation digitale des entreprises. Il vient aujourd'hui nous débriefer ce show annuel. Bonjour Raphaël. Cette introduction. Bonjour Mathieu. Salut. Alors on est tous chez nous, tout simplement, puisque Covid oblige, nous sommes tous à demeure et c'est là la magie du podcast puisqu'on est en mesure d'échanger et de poursuivre l'aventure d'Innovation and Prospective Talks. On vous invite d'ailleurs à partager la bonne parole, à partager sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur
Twitter avec le hashtag IPT podcast directement. Voilà, comme ça vous pourrez partager cette bonne parole. Alors en même temps, Lionel, Raphaël, on va parler quand même du plus gros salon du retail. Qu'est-ce qu'on en retire? Quelles sont les questions? Et pour ça, donc, cet invité qu'a présenté Lionel avec brio. Mais je voudrais te poser la première question. Raphaël, à New York, tous les ans, cette grande messe, on pourrait se poser quand même l'intérêt pour les Européens, dans leur ensemble, d'y aller. Qu'est-ce qu'on y trouve particulièrement pour ceux qui ne connaissent pas le NRF? Et qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on y fait? Pourquoi on y va? Est-ce que ça ne fait pas doublon avec le CES? Est-ce que c'est différent? Voilà, donc la parole est à toi pour présenter dans l'ensemble pourquoi tu y vas, l'intérêt pour les Européens et qu'est-ce qu'on y trouve. Ok, alors le NRF, effectivement, c'est un rendez-vous qui a lieu tous les mois de janvier depuis plus de 100 ans maintenant. 40 000 experts en un même lieu. Alors en cette période, effectivement, où chacun est confiné, ça peut paraître assez incroyable. Vivement l'édition 2021 et qu'on puisse voyager à nouveau. Donc voilà, on va y trouver déjà 40 000 experts du retail en un même lieu. On va y trouver plus d'une centaine de conférences thématiques avec des interventions des grands patrons des plus grandes enseignes internationales. Donc on va derrière le storytelling comprendre leur feuille de route, comprendre l'évolution de leurs priorités, comprendre l'évolution du vocabulaire, de la façon dont ils présentent leurs enjeux de transformation, qui en dit long sur ce qu'ils ont vraiment en tête et ce qu'ils font réellement. Et puis on va rencontrer aussi à peu près 700 exposants qui permettent de faire le tour de la retail tech, quelles sont les technologies qui émergent vraiment, qui deviennent matures, qui sont aujourd'hui utilisées par les entreprises. Pour les Européens, c'est aussi un moment fort où on va rencontrer beaucoup de retailers européens. Vous savez que les Français, c'est la deuxième délégation internationale la plus grande après les Brésiliens. Donc on entend parler français partout dans les allées et on rencontre énormément de retailers qu'on n'a pas forcément le temps de rencontrer en France, avec notamment 2 grosses soirées, une organisée par le consulat, enfin au consulat, et une soirée par les French Founders pour les retailers français, donc beaucoup de rencontres entre retailers français. Et puis enfin, en marge du NRF, on va visiter beaucoup de magasins dans New York, les fameux retail tours qui sont organisés. Alors là, je mettrai un petit bémol parce que oui, on va visiter des magasins phénoménaux avec des expériences clients, des parcours clients assez incroyables, mais très souvent, ces magasins sont destinés plutôt à des clientèles très fortunées de New York. Et donc, ces enseignes à New York ne sont déjà pas forcément représentatives du retail américain et donc encore moins représentatives du retail mondial. Néanmoins, c'est quand même intéressant aussi d'aller voir des nouveaux concepts de magasins pendant qu'on est au NRF au mois de janvier. L'année dernière, tu nous avais parlé de la conférence d'Alibaba qui t'avait marqué. Cette année, est-ce que tu as pu retenir dans toutes les conférences que tu nous as annoncées, et peut-être que tu en as écouté certaines, voire même les écouter en replay comme on l'a fait pour le CES, est-ce qu'il y a quelques annonces sur ces conférences qui sont véritablement marquées cette année? Alors, des grandes annonces, non. Par contre, des tendances de fond qui évoluent très fortement ou qui se confirment, oui, clairement. Et c'est ça qui est intéressant. Il n'y a aucun retailer qui est arrivé, qui a cassé la baraque en racontant ce qu'il allait faire de très disruptif. Tout le monde, il y a une espèce de consensus général autour de 3 points dont on parlera peut-être plus tard, mais vraiment des priorités qui évoluent, des niveaux de maturité qui évoluent et un nouveau pragmatisme avec des avis assez consensuels, c'est-à-dire que tout le monde se recentrait vers 3 priorités qu'on développera sûrement un peu plus tard, mais qui sont une meilleure exploitation de la data. Ça y est, on y est, la data, on la travaille vraiment, on a les moyens de la travailler de manière pragmatique et efficace. Un retour du vendeur au centre du jeu comme acteur principal de la relation client, je reviendrai dessus aussi. Et ce nouveau pragmatisme, nouvelle décennie, on aurait pu penser que les enseignes et les experts du retail repartent dans des visions folles à l'horizon 2030, comme on l'avait fait en 2010 vis-à-vis de 2020. Et pas du tout. On est plutôt dans qu'est-ce qu'on va faire de manière pragmatique cette année avec les technologies de cette année et leur maturité de cette année pour transformer dès 2020. Donc ça, mais en même temps, c'était quelque chose d'assez
qu'on a retrouvé également sur le CES quand on était avec Lionel, c'est presque un retour au basique, le fait que le mythe de ce que pourrait apporter le digital dans son ensemble est terminé. On revient à des choses qui sont plus élémentaires, si je comprends bien. Oui, alors plus élémentaire, pas forcément, plus on les fait avec fondamental. des technologies plus poussées. Oui, j'utiliserais plutôt le terme de nouveau pragmatisme. C'est-à-dire qu'on arrête de partir dans des visions folles. Ça n'empêche pas les entreprises d'avoir des visions ambitieuses à l'horizon quelques années, mais on fait pas de surpromesses sur la tech, on fait pas de surpromesses sur la transformation. On regarde pragmatiquement ce que le consommateur souhaite cette année et comment la technologie permet d'améliorer et de répondre à ce consommateur dès cette année. La technologie et les parcours clients en général. Alors en même temps, Mais là... oui, pardon, vas-y Lionel, vas-y. Non, mais moi j'ai une remarque, puisqu'en plus ça fait écho à l'actualité du moment. Tout le monde dit dans les magasins c'est compliqué parce qu'il y a quand même des salariés qui ont aussi peur d'être contaminés parce que eux sont là toute la journée. Bien sûr, vous étiez en janvier, vous étiez protégés, mais Amazon Go qui a quand même développé aujourd'hui. J'en reviens pas. Non, mais je l'avais au bout de la langue, Lionel, je l'avais. Amazon Go qui est quand même très présent sur le territoire américain. Est-ce que dans les allées du Retail Big Show, donne d'une certaine façon le là sur une certaine forme de commerce. Je suis pas en train de dire que on va choisir son jean à la mode Amazon Go, mais dans tous les commerces de proximité alimentaire qui aujourd'hui se recentrent dans les centres-villes, est-ce que c'est pas un nouveau modèle qui est en train véritablement de se répandre et qui commence à être adopté par d'autres ou dont la réflexion finalement peut-être passe les frontières de la simple enseigne Amazon? Alors, Amazon Go, c'est un vaste sujet, c'est effectivement très intéressant. Il y a eu un match à New York au mois de janvier entre Amazon Go et Trader Joe's. Trader Joe's, c'est l'enseigne historique de produits alimentaires, plutôt sains, plutôt avec un vrai aspect social de cette enseigne. Les bananes n'ont pas changé de prix, elles sont à 19 cents depuis 13 ans. Vous avez énormément d'équipes dans les magasins, tout l'inverse d'Amazon, qui sont là à servir les clients, à réimplanter. C'est des personnes issues de la réinsertion. Dans les rayons, ils vous demandent entre deux réimplantations si vous avez besoin d'aide en criant "Anybody needs help, I can help you if you want", ce qui est assez exceptionnel. On n'a jamais vu ça dans des enseignes en France. Et donc il y avait ce match, les magasins Amazon Go, très intéressant, que tout le monde allait voir, mais finalement assez vide, avec peu de références, et ces magasins Trader Joe's ultra vivants. Et il y a vraiment cette dichotomie du commerce, ceux qui vont miser énormément sur l'humain, ceux qui vont miser énormément sur la technologie. En temps normal, on va dire, je pense qu'il y a un consensus sur Trader Joe's est quand même le magasin dans lequel on a plus envie d'aller au-delà du gimmick Just Walk Out d'Amazon. En période de confinement, c'est sûr que le Amazon Go reprend un peu de valeur. C'est assez intéressant. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'Amazon, dans son concept Amazon Go, n'arrivera pas forcément à rentabiliser le concept. Il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de références dans les magasins. Ce qui est intéressant, c'est qu'à New York, ils incitaient tout le monde à prendre en photo la techno au plafond, comment ça marchait. Ils n'hésitaient pas à expliquer. Et en fait, tout le monde se demandait si, à la manière d'AWS, Amazon n'allait pas commercialiser sa technologie. On l'a vu, c'était annoncé la semaine dernière. Oui, ils vont commercialiser leur technologie Just Walk Out, des briques technologiques pour d'autres retailers et essayer de monétiser là-dessus. Donc, la réponse est oui, dans les magasins, et notamment dans les magasins de proximité, pour avoir des horaires étendus, pour avoir un certain nombre de références en accès libre, notamment le midi, pour pas faire la queue une demi-heure pour acheter son sandwich chez Monoprix, etc. Oui, des prix technologiques d'Amazon Go et le parcours client d'Amazon Go pourrait être utilisé. Est-ce que ça signifie la fin des vendeurs en magasin? Non, c'est tout l'inverse. Au contraire, tout le monde est en train de dire que le vendeur a une réelle utilité. Toutes les enseignes qui étaient interviewées et expliquaient qu'en 2020, ils investiront massivement en termes de formation. Ce sera évidemment, vu les situations peut-être décalées en 2021. Mais voilà, on sent bien que l'un ne va pas supplanter l'autre. Les deux vont coexister pour des utilisations différentes, à des moments de la journée différents. Et puis effectivement, la crise actuelle montre bien que des magasins un peu plus autonomes,
ne feront pas forcément de mal, même si en temps normal, les contacts humains seront absolument nécessaires et perdureront. Donc, Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça répond, et en même temps, ça me fait penser à une spin-off d'Amazon qui s'est créée il y a quelques années maintenant, qui s'appelait Winter, dont on parlait beaucoup au début de ce qu'on pouvait appeler le magasin sans vendeur, totalement robotisé, ou plutôt le magasin avec des vendeurs qui sont véritablement destinés à la relation client et non pas à aller chercher du stock, etc. Ils avaient créé cette cabine et donc c'était l'utilisation massive de la donnée, de la personnalisation et de la techno au service du client. En même temps, Amazon finalement est en train de recommercialiser presque une plateforme retail à terme avec tout un tas de briques à l'image d'AWS qui pourront composer le sous-jacent technologique à une boutique physique, quoi, si on résume. C'est exactement ça. Alors, si on récap de manière à recentrer un peu les tendances, finalement, c'était quoi la grosse tendance phare du NRF cette année, selon toi, et quelles sont les tendances un peu sous-jacentes, si on comprend la donnée, l'intelligence artificielle qui va être dessus, un retour au basique, un retour plutôt au pragmatisme, si je comprends bien, serait quoi, pourquoi la tendance phare? Alors, il y en a trois. Désolé Mathieu, je vais t'en faire trois assez rapidement. La première, c'est le retour du vendeur au centre du jeu. C'est assez flagrant. On a l'impression que pendant 10 ans, les enseignes ont oublié qu'ils avaient des vendeurs et en tout cas les ont pris comme un produit consommable. Je suis un peu taquin ou oui, je suis un peu taquin quand je dis ça. C'est surtout que pendant 10 ans, il a fallu construire l'écosystème digital, e-commerce, omnicanal. Ça a demandé énormément de temps, d'énergie et d'efforts financiers. Du coup, les vendeurs ont été mis un peu de côté. Comme cet écosystème est globalement construit, le poids du corps des enseignes peut rebasculer sur comment les vendeurs, au milieu de tout ça, sont des acteurs forts de la relation client, comment on les fidélise, comment on les implique et comment on en fait des forces, comment on leur donne les bonnes compétences. Donc, toutes les enseignes sont en train de retravailler sur comment on fidélise, comment on donne du sens, comment on engage, et comment la relation client, finalement, la relation client n'est pas exceptionnelle, sauf quand on va voir le vendeur en point de vente. Enfin, il y avait beaucoup d'enseignes où le parcours client était génial et venait se fracasser à l'incompétence du vendeur. Aujourd'hui, ce maillon faible qui était devenu le vendeur dans la relation client, on est en train de travailler dessus, vu que le reste de l'écosystème digital tient à peu près la route. Donc, c'est une vraie notion de réinvestissement dans les vendeurs. Et c'est un sujet consensuel. Toutes les enseignes ont mis ça dans leur top priorité de l'année. Donc on est sur l'humain avant tout, hein, c'est ça. On est sur l'humain avant tout. Mais l'humain à qui on peut donner des super pouvoirs, notamment la data. Et c'est le deuxième sujet. Dans le digital, évidemment, les enseignes n'ont pas arrêté d'investir dans le digital. Elles investissent peut-être un peu moins dans le digital visible, les écrans interactifs en point de vente, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Oui, il y a certains cas d'usage, mais globalement, on voit pas beaucoup de nouveaux cas d'usage et c'est pas ça qui se développe. Par contre, c'était vachement intéressant. Satya Nadella, le patron de Microsoft qui a fait la keynote d'introduction, il a rappelé que le retail générait 400 pétaoctets de données par heure. Donc 400 pétaoctets, ça fait 400 000 disques durs d'interaoctets chaque heure remplis de data. Donc tout l'enjeu, c'est effectivement comment on investit dans l'intelligence artificielle, dans les algorithmes prédictifs, pour donner la bonne data à la bonne personne au bon moment. Et la bonne data à la bonne personne au bon moment, c'est évidemment les dirigeants, c'est évidemment l'équipe marketing, mais c'est aussi à quel moment on donne quelle data au vendeur pour qu'il soit capable de driver la décision d'achat du shopper. Et donc, il y a énormément de choses là-dessus. Et quand on parle d'exploiter mieux la data, il y a deux autres volets. Il y a le volet supply chain, comment on arrive à personnaliser les stocks de chaque magasin et la logistique avec la data qu'on a, avec les algorithmes prédictifs. Et l'in-store analytique, comment, avec notamment les capteurs, les caméras, les logiciels de reconnaissance faciale, on est capable maintenant d'avoir à peu près les mêmes KPIs en magasin que les KPIs qu'on a online, en termes de nombre de visiteurs uniques, de segmentation qui rentre dans le magasin, combien de temps on passe devant chaque rayon, devant chaque produit, est-ce qu'il y a un taux de transformation ou non,
parce qu'on est capable de détecter si on prend le produit sur l'étagère et si on le remet. Donc on est capable véritablement aujourd'hui d'avoir les mêmes KPIs en magasin qu'on a online, et c'est ultra important. Beaucoup d'enseignes sont en train de se renforcer très fortement sur l'in-store américain. Et la troisième tendance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, comment on passe de la vision à l'exécution, comment dès 2020, sur quoi on investit dès 2020 pour transformer dès 2020. Il y a beaucoup d'enseignes qui refont leur parcours, leur programme de fidélité, qui exploitent au mieux la data pour avoir des feedbacks par dizaines de milliers de leurs clients tous les jours pour faire évoluer leur offre. Voilà, ce pragmatisme impulsé par des patrons d'enseignes qui sont très humbles, qui sont très pragmatiques et qui impulsent plutôt qu'une vision folle à long terme. On ne sait pas ce que voudra le shopper dans 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait dès cette année et comment on mesure des résultats dès cette année. Voilà globalement les 3 tendances sur lesquelles tout le monde était et sur lesquelles j'encourage des enseignes, des patrons d'enseignes qui nous écouteraient à se demander si elles ont bien ça dans leur feuille de route de l'année. Une fois passé la crise, évidemment. Puisque tu nous as parlé longuement aussi de l'IA et de toutes les analyses qui pouvaient être faites au niveau d'un magasin, est-ce que l'on peut pas imaginer ce qui se fait en fait en ligne, d'avoir notamment une interaction de l'IA dans le pricing dynamique dans le magasin, puisqu'on sait bien que les sites internet s'observent en permanence pour ajuster leur pricing. Est-ce qu'on peut ne pas imaginer que les magasins soient aussi dynamiques que ça, aussi dynamiques que le sont les retailers en ligne, les sites de e-commerce? C'est en train d'être le cas. La plupart des retailers s'équipent maintenant d'étiquettes électroniques qui permettent d'une part de récupérer les avis du web, ça c'est bien, les avis des consommateurs, comme on l'a sur le web, et d'autre part, effectivement, d'être sûr d'ajuster en temps réel les pricing au site web ou au mieux disant sur Internet. Donc, qui vous citez là-dessus, Monoprix s'équipe en France de ces pricing dynamiques. Toutes les enseignes sont en train de travailler dessus. Et oui, c'est tout à fait une tendance de fond aussi. Je voulais te poser une question parce que en préparant malgré tout les quelques questions que l'on allait te poser ce matin, on s'est dit on va essayer de le coincer quand même. Vas-y, essaye. Est-ce que moi j'ai entendu parler du retail as a service, notamment chez Showfields, qui met un petit peu comme on a des espaces de coworking, qui va avoir des espaces qui met à disposition une offre physique pour les marques. Est-ce que tu as entendu parler de ça, que ça serait une nouvelle façon finalement de gérer de l'immobilier de retail, hein, puisque là on n'est pas tout à fait dans le retail, on est plutôt dans l'immobilier de retail. Tout à fait. Alors, je suis allé visiter Showfields au mois de janvier. Et non, tu m'as pas pensé. Oui, en gros, c'est une marketplace physique où on loue des espaces le temps qu'on veut, comme on veut. Alors, Showfields, le concept est intéressant, même si Showfields, moi, m'a pas bluffé, parce qu'on est typiquement dans le magasin pour Bobo new-yorkais qui émarge à $300 000 par an. Donc, te dire que Showfields peut être décliné demain à Périgueux, à Rodez ou à Metz, pas forcément. Mais oui, il se passe beaucoup de choses dans l'immobilier commercial. Quels nouveaux services, comment on exploite la data, comment on fait de l'omnicanal, quels sont les nouveaux modes, les nouveaux modes de location, de consommation de l'immobilier commercial. C'est des vrais sujets où ça bouge pas mal aussi, on pourrait en faire une émission entière. Mais oui, avoir des marketplaces physiques comme on en a online. Dans l'absolu, c'est pas nouveau. Hein. Les marchés, on peut extrapoler. Si on revient au marché, on est là-dessus. Hein. De beaux vieux marchés tous les samedis matins. Mais oui, c'est en train d'évoluer. Il y a beaucoup de choses qui bougent sur ce sujet-là et sur un sujet à surveiller. Et on pourra revenir dessus tout en l'année avec grand plaisir. Oui, j'avais pour compléter la question aussi trouvé quelques idées qui étaient aujourd'hui évidemment le commerce physique, c'est aussi du retail qui s'associe avec les points de contact qui sont en ligne, et puis on a aussi beaucoup les problèmes des retours. Et moi j'avais entendu parler d'une entreprise américaine qui devait s'appeler, si j'avais bien noté, Happy Return, qui avait proposé la gestion, un petit peu comme Amazon ou les autres maintenant proposent des livraisons qui sont extrêmement fluides, puisqu'on te livre à peu près n'importe quel jour de la semaine, éventuellement même dans les box, enfin dans les boîtes aux lettres Amazon, des outils qui facilitent le retour sans aller faire la queue, tu vois, comme nous à la poste, etc. Est-ce que tu as entendu parler de ça, d'une organisation qui soit encore
plus fluide. Alors là, on n'est plus dans l'alimentaire, on est évidemment dans les biens et les services. Hein. Oui. Alors, il y a effectivement beaucoup de startups qui travaillent sur les enjeux du dernier kilomètre et du retour, avec notamment sous-jacent aussi de plus en plus la conscience de l'empreinte carbone de tout ça. Donc c'est un secteur qui évolue beaucoup. Ce qui est plus marquant au-delà des startups qui interviennent, c'est l'intégration de ces services, livraison, click and collect, retour, retouche, etc. au sein du magasin. C'est pas nouveau. Ces services sont proposés dans la plupart des enseignes depuis quelques années. Ils sont de plus en plus scénarisés dans le magasin, avec des espaces et des mètres carrés qui s'agrandissent beaucoup pour ces sujets-là, et des enseignes notamment qui deviennent point de retour, des grandes enseignes américaines alimentaires qui deviennent point de retrait et point de retour, notamment pour les enseignes pour Amazon et les grands pure players du web. Pour faciliter aussi les retours, tu vas dans ton hypermarché ou ton supermarché faire les courses, tu vas redéposer aussi ton colis Amazon où il y a eu une erreur, où tu n'avais pas envie d'acheter tous les vêtements, ou si tu as fait du showrooming à domicile. Mais c'est effectivement un milieu qui bouge beaucoup. C'est surtout il faut le voir aussi comme une façon de capter du trafic. Donc beaucoup de choses sont faites effectivement pour faciliter l'envie d'aller retourner directement au magasin et créer du trafic, que ce soit pour sa marque ou pour d'autres marques. Ce qui est intéressant dans cet effet, en tout cas cette année, on a pu le constater sur le NRF, tout du moins nous, ce qu'on a pu en lire, parce qu'on revenait de Vegas, c'est qu'il y a un vrai sujet sur les postes de nano-distribution, et notamment l'aspect un peu post-achat. C'est-à-dire, j'ai acheté en ligne, et ensuite je vais avoir des micro-stocks localisés un peu partout dans la ville, où chacun peut devenir... Alors en l'occurrence, c'est Bonds qui proposait ça. Peut devenir ce micro-hoster de stock de certains commerçants en ligne pour avoir une expérience finalement post-achat où on intègre dans son site internet de vente une gestion des stocks qui est à peu près répartie dans la ville et qui permet de prendre rendez-vous, voire même tout simplement de se rendre directement sur le point de collecte du produit acheté. Est-ce que tu ressens un peu cet aspect qu'on avait ressenti il y a déjà 3-4 ans, le Amazon Can't Do That, et cette volonté des commerçants en ligne de revenir, tu l'as dit, sur de la formation, etc., mais sur vraiment le côté instantané mais humain, presque fluidification, homogénéisation, presque une continuité entre le online et l'humain? Oui, alors déjà au niveau logistique, depuis 1 ou 2 ans maintenant, toutes les enseignes travaillent à faire en sorte que chaque magasin soit des entrepôts de proximité. Et donc ta commande online, pour l'avoir très vite, c'est pas forcément un stock centralisé, ça peut être un ship from store par le magasin local. Les échanges d'un magasin à l'autre pour que tout le monde ait la même offre avec une vraie logique de proximité, ça devient une réalité. Les technologies, les enseignes se sont structurées là-dessus. Et puis après, effectivement, il y a énormément de sujets sur l'équipement du vendeur pour que le vendeur ait toutes les informations sur le client, son historique online, et le vendeur soit capable aussi d'onboarder le client sur l'écosystème online de l'enseigne, ou si le client a commencé un devis ou à mettre des affaires, des articles au panier online, comment on poursuit l'expérience en magasin avec le vendeur qui a la bonne info au bon moment. Donc les vendeurs maintenant sont équipés de tablettes ou de devices mobiles, ce qui est absolument nécessaire. Ils savent gérer le stock, ils ont une visibilité précise sur les stocks, où sont les produits, comment, pourquoi. Ils peuvent les déplacer, ils peuvent les envoyer directement chez les clients, ils peuvent les faire venir en magasin. Mais effectivement, cette expérience unifiée où il n'y a pas un stock par magasin et on y va au petit bonheur la chance, ça c'est quand même quelque chose effectivement qui est plutôt derrière nous. Tu nous as beaucoup parlé des vendeurs, et dans les éditions précédentes du NRF, évidemment, on parlait beaucoup de tout l'équipement digital in-store avec les écrans, les robots. Mais quid aujourd'hui de tout ce qui est paiement biométrique? Est-ce qu'il y a une acceptabilité? Est-ce qu'il y a eu déjà du test and learn autour de ces technologies? Il y a en Asie, oui. Aux États-Unis et en Europe, pas encore beaucoup. Il y avait beaucoup de démos, beaucoup d'acteurs. Quand je vous dis qu'il y avait 700 exposants, il y en avait au moins une vingtaine sur du paiement biométrique, de la reconnaissance faciale, du contactless. Quand on creuse un peu, on se rend compte que
les expériences sont encore au stade de POC, au mieux déployées dans un ou deux magasins en essai. Et quand on creuse encore, s'il faut être RGPD compliant, ça demande d'utiliser son téléphone, etc. Donc finalement, la démarche n'est pas moins longue que le contactless avec le Apple Pay ou en tout cas sa carte enregistrée en RFID dans son téléphone. Donc je vais m'avancer un peu, mais honnêtement, j'y crois pas. Oui, le développement du contactless, et on voit bien qu'aujourd'hui, on va être dans des sociétés, on va apprendre de cette crise du Covid et on va être dans des sociétés de plus en plus aseptisées avec de moins en moins de contact physique et donc taper sur un clavier son code de carte bleue, ça fait plus de sens. Donc du coup, peut-être que parfois, dans certains cas, la reconnaissance faciale, ça fera plus de sens. Le biométrique, ça pourrait faire plus de sens. Aujourd'hui, ce que j'ai vu, honnêtement, m'a pas convaincu parce que c'est plus long que le contactless via son téléphone portable en RFID. Donc tu veux dire qu'effectivement, il y a un problème de fluidité au bout d'un moment quand même, Oui. De capacité à avoir une techno ou tout au moins un applicatif qui soit pertinent puisqu'il arrive au bon moment et en mesure d'apporter un service efficient face à un besoin client, quoi. Oui, et c'est enfin aujourd'hui c'est RGPD qui c'est RGPD qui fait que aujourd'hui c'est pas ces systèmes de paiement par reconnaissance faciale, par empreinte rétinienne, etc. Pour le moment, mais je pense pour le moment, effectivement, le sujet autour du Covid peut être intéressant parce qu'il y a beaucoup de cas où effectivement on voit que là d'un seul coup, quand il y a besoin de contacter la population massivement, quand un retailer a besoin de contacter tous ses clients d'un coup, etc., RGPD ou pas, il y a quand même besoin dans des situations d'urgence d'avoir des regroupements de fichiers qui font fi un peu de la volonté d'avoir tout simplement à un moment ou un autre de une validation, parce qu'il faut tout simplement contacter la population. Donc il y a effectivement beaucoup de sujets qui vont être post-crise et qui seront intéressants à traiter. Alors, totalement. Si on regarde un peu... Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui, on voit aujourd'hui les enseignes là en phase Covid ne respectent absolument pas RGPD pour informer un plus grand nombre. Ce sera intéressant d'en tirer les enseignements et ça va peut-être pas du mauvais une fois de temps de savoir. Non, totalement, mais même faire des raccourcis. Avoir des fichiers qu'on pourrait appeler des fichiers urgences et qui sont la mutualisation de l'ensemble des bases de données d'un groupe pour contacter dans des situations clés ou clairement identifier la population ou le parc client ou enfin qu'on puisse avoir la main et la capacité sans avoir de problématiques juridiques derrière à traiter. Voilà, un DPO qui soit un peu plus conciliant également, puisque naturellement, c'est lui qui endosse la responsabilité le plus souvent. Pardon. Si on termine sur quelques questions, et notamment une, on a beaucoup parlé ces dernières années d'entertainment dans le retail, alors de retailment, d'expérientiel, de boutiques instagrammables. Est-ce que finalement tout ça c'est pas un bullshit world qui était finalement pas forcément essentiel, pas forcément visible, qui apportait pas de valeur, qui restait dans l'état de POC ou de MVP? Voilà, c'est quoi ton avis aujourd'hui sur ces buzzwords ou ces tendances qui globalement sont plus ou moins encore présentes? Alors moi, effectivement, ce terme d'expérientialisation du point de vente me sort un peu par les yeux parce qu'on l'utilise trop et c'est trop galvaudé. C'est comme Figital. C'est comme Figital, exactement. Il y a un vrai retour en force de la scénarisation du point de vente. Alors il y a quelques magasins qui sont assez phénoménaux pour effectivement créer quelque chose de très différent dans le point de vente. Il faut aller voir à New York quand vous pourrez voyager Camp. La boutique Camp, c'est AMP, qui est un magasin de jouets pour enfants, mais qui est avant tout un parc d'attractions. Et dans le parc d'attractions, avec des activités, avec des toboggans, avec des piscines à bulles, mais comme même au McDo, vous n'avez jamais vu, avec des ateliers pour les enfants. Et puis, évidemment, quelques rayons, mais le produit n'est pas mis en avant au premier lieu. C'est d'abord venez jouer. Et puis, vous avez quand même pas mal de rayons avec la curation de produits qui va bien, évidemment, pour que les parents achètent pendant que les enfants s'amusent. Et là, oui, l'expérientiel en point de vente prend tout son sens. D'une manière générale, je préfère parler de scénarisation du point de vente, où on va vraiment, proposer des magasins où on respire. Le produit vous étouffe pas quand vous rentrez. Vous avez de plus en plus d'espace
pour vous poser, vous reposer. C'est pas complètement nouveau, hein, ça fait déjà quelques années que je vous le dis, mais aujourd'hui c'est encore plus flagrant. Vous allez chez Nordstrom au rayon chaussures femmes, vous avez 200 mètres carrés de canapé design, le wine bar, etc. Pour accueillir les femmes qui essayent des chaussures, c'est phénoménal. Ça change la relation client. D'être assis sur un canapé design plutôt qu'un banc inconfortable. Les clientes parlent entre elles, prennent du temps, consomment du vin, et le vendeur est vraiment à côté, à servir, à aider, plutôt que d'être dans un acte de vente, parce que finalement, l'acte de vente, les clientes se le font entre elles. Ça, c'est un premier exemple. La scénarisation, c'est-à-dire montrer le savoir-faire, mettre en scène les savoir-faire ancestraux, mettre en scène l'artisanat en point de vente, notamment pour les retouches, pour la personnalisation, etc. Et comment on intègre ces services au cœur du magasin, comment on les rend visibles, c'est quelque chose qui est de plus en plus développé aussi. Donc il y a un vrai travail de scénarisation du magasin. Et là encore, je vais recouper. Enfin, une fois qu'on a un écosystème omnicanal plutôt bien fait, il faut qu'on ait un magasin qui effectivement mette en scène tous les services. Donc on travaille, on réinvestit sur cette mise en scène. Et une fois qu'on a l'omnicanal qui va bien et la mise en scène qui va bien, évidemment le vendeur qui est un peu moyen dans sa relation client ressort encore plus fortement en contraste. Donc c'est là on voit bien qu'on a bien le triptyque omnicanal impeccable, scénarisation du magasin qu'on repense pour mettre en avant tous ces nouveaux services, et vendeur qui doit être impeccable dans la relation client. Et c'est ces trois maillons de la chaîne qui fait qu'on y arrive, on fait la différence aujourd'hui ou pas. Et évidemment, le digital, la data vient sous-jacente de ces trois éléments. Mais quand tu nous parles de ces magasins qui nous font rêver, comme Nordstrom que tu viens de citer, au prix du mètre carré, est-ce que ce sont quand même pas des magasins qui sont réservés pour des bobos à vélo à $300 000 par an, comme tu le citais tout à l'heure? C'est intéressant quand je fais des conférences sur ce sujet, c'est sur le débat qui émerge. Comment demain un H&M, un Etam, un Célio arrive à mettre des mètres carrés pour ça. C'est pas simple en effet. Mine de rien, oui, aujourd'hui un magasin qui ne propose pas un espace un peu détente pour s'asseoir, prendre son temps près de la cabine, du wifi gratuit, peut-être pourquoi pas un wine bar, etc. que tu arrives à monétiser. C'est de moins en moins acceptable. Donc oui, il va falloir accepter d'avoir des ratios différents. Le chiffre d'affaires au mètre carré n'est plus forcément le premier chiffre, le premier ratio à suivre. Et oui, il va falloir investir. Et New York, je te laisse imaginer le prix du mètre carré à New York, il n'est pas inférieur à Paris. Pourtant, les retailers américains le font. Et pas que, effectivement, ces enseignes pour upper-class new-yorkais. Tu vas chez un Levi's, chez un Timberland, etc. Donc, tout on va dire le moyen haut de gamme aux États-Unis le fait. Donc, il va falloir commencer à le faire. Et je sais qu'il y a des enseignes type Kiabi, alors c'est moins urbain, mais des Kiabi et des enseignes périurbaines qui ont effectivement des mètres carrés quand même qu'ils peuvent utiliser, sont en train de réfléchir à agrandir les espaces de jeu, à scénariser les retouches en point de vente plutôt que d'avoir un petit comptoir au fond, et ça, à agrandir ces espaces de service. L'enjeu, c'est pas de diviser par deux la gamme ou le produit, mais c'est d'avoir l'impression qu'on respire et que le produit vous étouffe pas quand vous rentrez dans le magasin. Donc oui, quand on a beaucoup de mètres carrés et qu'on est très haut de gamme, c'est plus facile à faire que quand on est en centre-ville avec des produits entrée de gamme. C'est quand même faisable. Dans la scénarisation, on ne demande pas de diviser par deux la gamme, on demande de créer des espaces où on peut respirer un peu. Alors Raphaël, dans ce podcast qui parle d'innovation et essentiellement de prospective de cette innovation, on s'est dit que puisque tu as été d'abord, tu y vas tous les ans et donc tu es un très très fin connaisseur de ce qui se passe sur le retail et sur cette évolution que tu nous décris finement. Est-ce que tu as identifié une ou deux startups qui étaient prometteuses par rapport à ces nouvelles tendances, par rapport à ces nouveaux usages qui se dessinent et qui commencent à être adoptés, tout du moins par rapport à ce que tu viens de nous narrer? Oui, écoute, spontanément, je pense à deux startups françaises. La première, c'est Vertigo. Vertigo, c'est une startup qui exploite la data avec de l'intelligence artificielle pour faire du prédictif. Et un de leurs streams de business, c'est de s'occuper des enseignes et de faire du prédictif supply chain, enfin du prédictif des ventes
pour ajuster la supply chain. Donc aujourd'hui, ils sont capables de dire sur une OP commerciale, région par région, ville par ville, en fonction de la data qu'ils peuvent cruncher de l'enseigne, mais aussi de la data qui est en open source, ils sont capables de vous faire des prévisions de vente par magasin et donc d'ajuster l'assortiment magasin par magasin. Donc quand on parlait des 400 pétaoctets de data par heure générés dans le retail, voilà, c'est ce type de start-up qui vont vraiment vous aider à exploiter intelligemment la bonne data au service de la supply chain, envoyer les bons produits ou au service de quelle info donner aux vendeurs, c'est ultra important. Donc Vertigo sait faire ça. Et puis une deuxième start-up qui s'appelle Place to Swap, qui vient créer une plateforme de revente personnalisée pour les marques, c'est-à-dire organiser la seconde vie du produit, soit online, soit physiquement au magasin. Je vais acheter et j'en profite pour ramener en dépôt-vente mes produits à vendre d'occasion, etc. Donc on n'a pas beaucoup parlé de RSE cette heure-ci pendant cette émission de la responsabilité sociétale et environnementale. C'est évidemment toujours un sujet majeur. Toutes les enseignes sont en train de travailler dessus. La seconde main, ça va être aussi en termes de business une priorité des enseignes à développer. Donc cette startup Place to Swap qui organise ça en marque blanche pour les enseignes, elle travaille notamment en France avec Camailleux et bien d'autres enseignes. Voilà, j'avais envie de leur faire un coup de chapeau parce qu'ils organisent, ils créent des nouvelles activités clés en main pour des retailers qui ont déjà fort à faire. Donc je trouve ça assez intéressant. Merci Raphaël pour ce précieux feedback sur ce salon incontournable. Alors merci à tous aussi d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast et vos différentes plateformes de podcast préférées, ainsi que sur notre site internet www.innovationtalk.tech. Vous pourrez retrouver l'ensemble des épisodes. Et si vous avez aimé cette émission, mais aussi le podcast dans son ensemble, on vous invite tout simplement à mettre 5 étoiles, de préférence des pouces en haut plutôt que des pouces en bas. Vous vous abstenez directement, ce sera plus simple. Vous partagez également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que vous pouvez sur le hashtag, un seul hashtag, IPT podcast directement. Donc hashtag IPT podcast, IPT podcast. Je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon, accompagné d'Emmanuel du Flash Tweet et de Lionel Tardy pour cet épisode. Et Mathieu, aujourd'hui, nous recevions Raphaël Catan, le directeur associé de chez Talenco. Encore une autre chose pour terminer ce podcast en cette période de Covid et de confinement. D'abord, prenez soin de vous. Et puis la semaine prochaine, justement, nous parlerons d'éducation et d'enseignement supérieur à l'heure du confinement.